Bonjour, nous voici donc dans une nouvelle table ronde qui va se consacrer à une nouvelle question qui est celle de l'éditorialisation numérique, c'est-à-dire qu'on va compléter le tableau des possibilités d'action en faveur de la lecture du livre et des actions transfrontalières avec ce qui va rapidement passer de la frontière au réseau, ce qui revient un petit peu au même, hein, mais on va passer la frontière et documentaire et national par le biais de l'informatique, je suppose. On va voir ça. Et avec toutes les vertus que présente l'informatique, et en particulier Internet, des vertus qui sont des vertus de fluidité versus la question du droit. On va probablement parler du droit, puisque Internet a été l'occasion dans la vie des bibliothèques, depuis leurs origines, de la découverte d'un grand principe qui était le principe du droit d'auteur. Jusqu'à présent, avant les années 96-97, on s'intéressait assez peu à la question du droit d'auteur. Pourquoi ? Parce qu'on en avait finalement très peu besoin. Un petit peu pour faire des photocopies, mais finalement pas plus que ça. Et Internet a changé complètement les dispositifs. Tout d'un coup, le droit d'auteur est devenu, pour les gens qui fabriquent les catalogues dans les bibliothèques, par exemple, une valeur cardinale. Autrement dit, il a fallu lancer des tas d'enquêteurs dans les bibliothèques pour retrouver les dates de décès des auteurs, parce que c'était la condition pour pouvoir mettre en ligne sur Internet des documents numériques. Et des documents numériques, des documents, on les transformait en documents numériques qu'à la condition de pouvoir les numériser et les mettre en ligne. On est sorti avec Internet assez rapidement des moments où on stockait du texte pour faire des bases de données privées, limitatives, sur des CD-ROM par exemple. Cette étape-là a été rapidement franchie et on est aujourd'hui à une étape où on dispose de tas de documents numérisés, mais il faut en faire quelque chose et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'éditorialisation. On peut appeler ça la vitrine des documents numériques ou la fabrication ou la mise en valeur des documents numériques. Et cette mise en valeur d'événements culturels, événements au sens d'objets culturels, vous êtes toutes les deux bien placées pour savoir quel travail ça réclame, chacune dans vos institutions. Donc, Floriane Marielle Job, vous travaillez pour une institution qui s'appelle Puzzle. Le Puzzle. Et donc, on a l'occasion de parler de ça dans un instant. Et nous avons également avec nous, que je ne dise pas de bêtises, donc, qui nous vient de Belgique, Laurence Boudard, donc, qui travaille aux archives et musées de littérature. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez rapidement présenter chacune votre... on a 3 micros, c'est formidable. Est-ce que vous pourriez présenter chacune rapidement votre institution et les rapports qu'elle peut avoir justement avec cette production, parce que l'éditorialisation numérique, c'est de la production de ce qu'on appelle, on en reparlera sans doute après, de manière assez malsonnante, des contenus. Comment justement est-ce que vous intervenez à ce niveau de création, d'informations, pour ne pas dire contenu, relatif aux activités numériques que vous mettez en œuvre? Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Puzzle, c'est un tiers-lieu culturel de la ville de Thionville, donc pas très loin de Metz, un peu pris en étau entre Metz et le Luxembourg, qui a la particularité d'avoir comme fil rouge de son programme architectural et culturel le numérique comme un outil de création. Donc en son sein, il comporte une médiathèque, des salles d'exposition centrées sur l'art contemporain, des studios de création numérique et un centre d'art plastique qui est mené par une association, le Centre Jacques Brel. Et en fait, quand je parle de fil rouge autour du numérique, l'idée du programme de Puzzle, c'était de montrer aux citoyens que le numérique, c'était pas seulement un contenu qu'ils pouvaient consommer, mais que c'était aussi une nouvelle forme de création artistique dont ils pouvaient s'emparer
Et l'idée, c'était de les rendre acteurs du numérique en leur donnant les clés et les outils pour réaliser eux-mêmes du contenu. Donc, on a des studios qui nous permettent de faire de la production, que ce soit des sites internet, du graphisme, de la vidéo, de la captation sonore. Et on essaye de mettre ces outils numériques au service de la création littéraire et d'art plastique. Donc on travaille avec des artistes locaux qui sont parfois des développeurs de jeux vidéo ou des artistes plastiques sur différentes formes pour valoriser le patrimoine qu'on peut avoir. On a ainsi travaillé avec une société qui s'appelle Nice Penguin qui est basée à Blida à Metz pour créer une valorisation de nos livres d'artistes à travers une application de jeu. On travaille aussi avec un collectif qui s'appelle les Ensembles 2.2, avec qui on réalise un livre sonore. Donc on essaye de mêler dans l'ensemble de nos actions la création contemporaine et le numérique. Merci Floriane. Laurence ? Oui, donc je m'appelle Laurence Boudard, comme ça a été dit, et je crois que je suis la seule représentante belge aujourd'hui. Oui, voilà, on me signale que c'est effectivement très correct. Donc je suis très contente d'être là pour représenter à ma manière la Belgique francophone en tout cas, et je suis donc la directrice d'une institution qui s'appelle Archives et Musées de la littérature, archives au pluriel, parce qu'on conserve énormément d'archives. C'est au départ dans cette perspective-là que l'institution a été créée il y a un peu plus de 60 ans, avec la perspective donc de rassembler, de conserver et de mettre à la disposition du public. Puis je développerai un petit peu ce que ça donne aujourd'hui, cette mise à disposition du public en lien avec le numérique justement, mais le patrimoine littéraire belge francophone et théâtral également. Donc concrètement, on conserve énormément de livres, mais également donc, des bibliothèques spécialisées et puis des ouvrages de référence, mais également des ouvrages littéraires au sens premier, mais également énormément d'archives, de fonds d'écrivains ou de fonds d'institutions théâtrales, de lieux d'accueil, et par-delà, ça s'élargit de plus en plus, parfois des comédiens, des scénographes, enfin, on a comme ça des maisons d'édition littéraires, on élargit de plus en plus le panel des acteurs, des différents acteurs du monde du livre et de la vie théâtrale en Belgique francophone, avec donc cette perspective de conservation. Donc beaucoup de papier, énormément de papier, mais pas que du papier, puisqu'effectivement, de plus en plus, juste pour... Voilà, si jamais vous voulez savoir où on est situé à Bruxelles, au sein de la Bibliothèque royale, qui est donc l'institution... Bon, là je rentre dans des considérations un peu belgo-belges, mais qui est l'institution fédérale chargée donc de référence, si vous voulez, en matière de livres. Et nous, on est une institution qui sommes hébergés par la Bibliothèque royale, mais nous avons une structure complètement indépendante. Et nous, on est financés par ce qu'on appelle la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire une des entités fédérées qui a compétences culturelles pour la Belgique francophone. Ça va ? Vous me suivez toujours ? Pas largué, c'est bien. Voilà. Et j'avais une question tout de suite. Dès qu'on parle de Belgique, on parle de France, en tout cas en France. Est-ce que votre rayon d'action concerne également les écrivains et les archives d'écrivains qui vivent en France, puisqu'on sait qu'une grande partie des grands écrivains français sont belges en réalité. On s'en flatte pas trop, mais c'est la vérité. Est-ce que vous avez ce regard et cette action aussi sur le territoire français, en fait, tout bêtement ? Oui, donc c'est vrai qu'à travers toute l'histoire de la littérature belge qui est assez courte, énormément d'écrivains ont eu des liens très forts avec la France, soit parce qu'ils y étaient publiés tout simplement, et ça continue encore à être le cas aujourd'hui, soit parce qu'ils choisissaient d'y vivre, et on ne fait pas de ségrégation. Donc s'ils ont choisi de vivre en France ou d'être publiés en France, ils ont le droit de déposer leurs archives chez nous. Non, plus sérieusement, bien sûr, on considère qu'ils font partie, à partir du moment où eux estiment qu'ils font partie du patrimoine littéraire belge également, ils peuvent choisir de déposer leurs archives à l'IMEC, par exemple, et on ne pourra rien y faire. Mais a priori, oui, bien entendu, quand il s'agit d'écrivains belges qui sont installés, qui sont actifs en France, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, ils peuvent tout à fait rentrer dans le domaine qui est celui de notre compétence et de nos attentions. L'IMEC, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine qui se trouve en Normandie, à Caen. J'avais une question.
on reparlera du puzzle juste un instant après. Vous me parliez d'un nouveau portail qui était lancé et qui, pour vous, était représentatif d'un certain nombre d'enjeux assez importants. Oui, donc puisque la question c'est le numérique, et puis j'imagine qu'après je parlerai plus spécifiquement de ce que ça suppose, le lien, on parlait tout à l'heure dans la première table ronde de transition vers autre chose, la transition numérique évidemment pour une institution patrimoniale comme celle que je représente, qui, comme je le disais, étant quand même très entourée de vieux papiers, est un véritable enjeu, mais vient d'être inauguré hier soir, donc c'est vraiment tout chaud, le portail des littératures belges francophones. Donc c'est une initiative, ça s'appelle Objectif Plume. Vous voyez le clin d'œil à Objectif Lune, hein, et en même temps à Plume de Michaud. Donc il y a eu une espèce de jeu de mots sur ces deux référents. Et donc Objectif Plume est le tout nouveau portail de la littérature, des littératures, parce qu'il considère aussi les langues endogènes, donc les langues dialectales, qui vient d'être inauguré, donc, et qui est une initiative du ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est vraiment une initiative publique, et l'idée c'est de rassembler via un système de moissonnage, et là on est en plein dans les potentialités du numérique et d'Internet. Donc on rassemble, si vous voulez, on va piocher là où elles sont disponibles, les informations sur différents sites qui ont à voir avec la littérature dans ce cas-ci, les informations pertinentes pour pouvoir les présenter à nouveau, les données sous une forme standardisée qui est celle du portail. Et donc l'idée c'est d'offrir un panorama un panorama des littératures belges francophones, de la littérature belge francophone, que ce soit via une entrée auteur ou une entrée œuvre. Donc pour l'instant ce sont les deux entrées possibles. Voilà. Il s'agit donc d'un agrégateur de données circulant sur Internet. Oui. Est-ce que vous avez, avec cet outil, un accès également au catalogue de vos fonds ? Alors, pour l'instant, ils sont en train... Donc, c'est pas moi qui m'en occupe directement. On est associé à ce projet. Ils avancent progressivement. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont essentiellement dans une... l'idée, c'est vraiment d'aller capter des informations sur différents sites, de les présenter, mais après de préserver, parce que c'est un des objectifs aussi, l'autonomie et le fonctionnement interne de chaque site dédié à la littérature. C'est-à-dire qu'il fonctionne avec des présentations, par exemple, mais vous pouvez aller voir, hein, vous tapez Objectif Plume sur Internet, maintenant ça marche. Et donc, il y a la fiche, par exemple, d'un écrivain qui apparaît, et si les informations concernant la biographie de cet écrivain ont été extraites de l'Académie de langue et littérature, par exemple, il y a un lien après qui renvoie vers le site de l'Académie pour préserver finalement le sens de chaque institution et le fonctionnement de Internet qu'il peut de chaque entité documentaire. Absolument, en fait. oui. D'accord. Oui. Et l'idée, c'est que ça soit remis à jour constamment, quoi. Et de votre côté, donc chez Puzzle, parce que c'est une forme de puzzle aussi que vous avez reconstitué, quels sont les dispositifs que vous mettez en œuvre, en particulier pour tout ce qui concerne la création numérique nouvelle ? On a parlé des outils que vous mettiez à disposition des gens, mais quels sont les autres dispositifs que vous mettez en œuvre ? En termes d'incitation ou... Par exemple, oui, ou au-delà de la simple présentation d'outils, en fait. Ok. Alors, du coup, il y a des actions qu'on met en œuvre pour le public au sens large, à travers des ateliers, des masterclass, qui permettent d'inciter un public large à créer. Et puis, il y a après de la commande qu'on fait à des artistes qu'on a ciblés et des partenariats qu'on mène. Par exemple, la résidence d'auteur dont je parlais, c'est en cofinancement entre l'ADRAC, la région Grand Est et la ville de Thionville. Donc, on fait aussi appel à des artistes et des partenaires pour mener ce genre de projet de création numérique. Puis on collabore aussi sur d'autres projets de médiation numérique au sein du Sillon Lorrain, avec la labellisation Bibliothèque numérique de référence. Ont été élaborés 3 sites de curation de contenus patrimoniaux et une bibliothèque en ligne, donc du prêt numérique de livres, qui nous permettent aussi de toucher un public plus large que celui qui vient physiquement dans notre lieu.
Et du prêt de livres contemporains, donc oui. On parle bien de documents natifs. Et du contenu patrimonial de 4 bibliothèques du Sion-Lorrain, donc Nancy, Metz, Thionville et Épinal, qui a été numérisé et qui est mis en ligne et valorisé par des expositions numériques. Quelle est la part de travail que représentent pour vous ces projets d'éditorialisation ? On sait que c'est très consommateur de temps. Il faut rassembler des informations, il faut gérer des fichiers informatiques, c'est pas toujours très drôle. Il faut vérifier les informations qu'on va mettre en ligne. Comment vous avez des équipes dédiées? Comment ça se passe concrètement? J'y vais. Comme tu veux. C'est très difficile de chiffrer. Je peux pas vraiment donner un pourcentage parce qu'en plus c'est un peu variable dans le temps. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est devenu vraiment, c'est même plus une obligation, c'est une nécessité. Enfin, c'est vraiment une nécessité. On ne peut plus vivre autrement que comme cela. On parlait de la fin des années 90, on pouvait se permettre en tant que centre patrimonial de fonctionner. Bon, on avait déjà un catalogue informatisé, mais qui était assez balbutiement. Et on pouvait encore se permettre de fonctionner avec des tiroirs, avec des fiches, etc. Maintenant, tout ça, c'est complètement dépassé. Le chercheur ne pense même plus qu'il peut trouver des informations sur le papier, et donc il faut effectivement... On peut peut-être préciser pour les plus jeunes que les rétroconversions des catalogues dans les bibliothèques, ça date des années 70 au mieux. Oui, enfin, nous, on n'est pas encore au bout. On a encore des choses qui sont... Voilà, on n'est pas encore... Ah ben non, on n'est pas... Ben non, c'est difficile de convertir en 20 ans et avec une évolution très rapide et d'autres choses qui continuent à entrer dans les collections, 60 ans ou 50 ans de fonctionnement, puisqu'on a hérité des choses... Enfin bref, pas rentrer dans les détails. Donc, en effet, c'est vraiment quelque chose qui à la fois est fondamental, mais en même temps qui prend énormément de temps, d'énergie, de ressources financières et humaines. Puisque il faut, une des premières étapes, en effet, c'est déjà rendre disponible via un catalogue en ligne ce qu'on possède. Montrer ce qu'on a. Je ne parle même pas encore de documents numérisés, simplement dire voilà ce que vous pouvez trouver chez nous. Voilà ce qui est disponible. On constate évidemment avec ce catalogue en ligne que de plus en plus on reçoit des visites et des demandes qui viennent de partout dans le monde. Ça, évidemment, c'est l'avantage, le retour sur investissement, si je puis dire, en termes de visibilité, puisqu'on constate qu'effectivement ça fonctionne. Le seul établissement des collections réelles, on va dire, vous attire en fait une attention assez significative. Et du coup, ça entraîne, par exemple, des demandes pour des prêts de pièces pour des expositions à l'extérieur. Donc plus de travail. Oui, mais en même temps, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est là, pour faire connaître justement ce patrimoine et ces collections, mais aussi des demandes, et là on vient vraiment à la question de la numérisation, des demandes aussi extérieures pour disposer de fichiers numériques de certaines pièces qui sont dans nos collections. Que ce soit pour une édition, que ce soit aussi pour un catalogue d'exposition, que ce soit pour un magazine, puisqu'on a des photos, par exemple, d'écrivains. Donc ça nous arrive que certains magazines pour la télé ou des choses comme ça. Et donc là, ça demande effectivement un travail, là, pièce par pièce. Et puis à côté de ça, il y a tout des tas de projets qui sont mis en place de numérisation systématique des collections. Alors systématique, ça ne veut pas dire qu'on fait tout, parce qu'il y a beaucoup trop. Ça veut dire que déjà, il faut réfléchir sur ce qu'on numérise, pourquoi on le numérise, pourquoi en un mot et en deux mots, pour qui, et aussi quels sont les obstacles ou les contraintes, plus exactement, outre les contraintes d'argent et les contraintes de personnel, mais les contraintes de loi, légalité, qui nous permettent de numériser tel ou tel document. Avant qu'on passe à cette question du droit, qui chez vous en Belgique pose une question très particulière, on va le voir. Au puzzle, et en Belgique d'ailleurs, une question qui se pose nécessairement à vous avec tous ces travaux et de captation d'informations numériques, et de rédaction et de travail et de préparation de portails, de sites, ou en tout cas de divulgation d'informations sur Internet. Une question se pose assez rapidement, et je pense que pour vos édiles, ça doit être rapidement le cas. C'est
qu'est-ce qui est fait pour s'assurer de la pérennité de ce travail et de cette diffusion? Comment fait-on pour s'assurer que ce travail-là ne sera pas perdu à la prochaine révolution numérique? On prie. En dehors des questions ésotériques. Alors moi, je suis pas tout à fait la mieux placée pour répondre, pour parler du projet, notamment l'immédiat du Sillon-Lorrain, mais c'est vrai qu'il y a des partenariats qui vont être faits avec la BNF pour avoir un backup de toutes ces numérisations qui ont été faites. Ce qu'on appelle l'effet boomerang, ça. Oui, donc on vous renvoie la balle. Puis j'imagine que les formats seront amenés à être dépassés incessamment sous peu et que la question se reposera à ce moment-là. Mais alors elle se pose quand même pour les créations que vous permettez de faire émerger. Ouais. Est-ce que les artistes ou les créateurs avec qui vous travaillez se préoccupent de ça et ont dans un coin de leur esprit, au moment où ils mettent en œuvre leur propre travail, ce souci ou cette interrogation? Ou est-ce que Internet et ce flux général est intégré et considéré comme un mal nécessaire? Oui, il y a très peu de prise en compte de cette préoccupation par les artistes eux-mêmes qui ont même tendance à réutiliser une partie des supports ou des codes qu'ils vont développer pour de nouvelles créations. Et du coup, dans le cadre du réseau des acteurs de l'art numérique en France, il y a quelques institutions qui portent un peu cette nécessité de conservation et de préservation de cette création numérique. Et c'est notamment le cas du centre numérique Gantner dans le territoire de Belfort qui, eux, ont cette mission de conservation des supports et des machines pour les lire pour pouvoir transmettre cette création contemporaine par la suite. Nous, en local, les créations qu'on fait, on les héberge sur un serveur qui nous est propre, donc qui aura aussi cette durée de vie limitée. Je pense que pour les autres créations qu'on peut faire, elles sont souvent hébergées par nos partenaires, les artistes, et qu'il leur appartient aussi, eux, de décider s'ils veulent que ces créations soient éphémères ou pérennisées dans le temps. Pérennisées. On considère souvent que la meilleure sécurité temporelle pour un fichier numérique, c'est la dispersion, au contraire. Hein, c'est la polycopie permanente sur Internet. Est-ce que certains artistes s'ouvrent à cette possibilité, ou en tout cas jettent en pâture leur création en la laissant vivre par copie, recopie, aspiration par des sites d'autres institutions ou d'autres États Est-ce que vous rencontrez ce type de technique? C'est vrai que dans notre cas, c'est très compliqué et c'est vraiment soumis aux droits qui nous ont cédés quand c'est de la commande, par exemple. Donc nous, on les héberge chez nous, on imagine qu'ils en gardent une trace, mais pour le diffuser et les s'aimer, il y a certains artistes qui ont une démarche très militante et qui s'orientent vers ces pratiques, mais c'est vrai que d'autres, et notamment dans le cas des livres d'artistes qu'on a pu utiliser pour faire des créations numériques, il y a aussi l'artiste qui a créé le livre à l'origine qui est là et qui peut aussi limiter la diffusion de son œuvre qui a été adaptée, quoi. Alors, lorsqu'on a préparé ce débat, vous me disiez qu'en Belgique, vous aviez une loi particulièrement, taquine ou compliquée à gérer, qui vous impose des conditions très particulières d'utilisation de Oui, en fait, je vais prendre un exemple très concret. Quelqu'un nous demande la version numérique d'un document, admettons une photographie, disons. Bien entendu, on lui fournit à cette personne toutes les informations pertinentes concernant la description de la photographie s'il ne les a pas au moment de sa demande. Donc notamment, par exemple, le nom du photographe. On découvre que le photographe n'est pas dans le domaine public, ce qui pour les photographes arrive quand même assez souvent. Avant de pouvoir lui fournir une copie numérique, la copie numérique de la photo que cette personne souhaite, elle doit avoir obtenu l'autorisation au préalable, avant la fourniture du fichier numérique, du photographe lui-même ou de son ayant droit, pour que nous puissions lui fournir le document numérique.
Autrefois, jusqu'il y a peu en fait, on fonctionnait autrement, c'est-à-dire que on fournissait la copie numérique et puis on disait attention, n'oubliez pas, vous devez vous acquitter des démarches correspondant à la recherche de droit, ou bien si c'est juste pour votre information personnelle, c'est pas grave. Enfin, on fournissait toute une série d'informations factuelles, on va dire, et puis c'était à l'utilisateur final, comme on l'appelle, de s'occuper des questions de diffusion. Mais maintenant, en tant que fournisseur de numérique, on est contraint par cette limitation, ce qui effectivement est assez ennuyeux, d'une part parce que ça limite finalement la diffusion du patrimoine et son utilisation et sa visibilité, mais aussi parce que parfois les utilisateurs ne comprennent pas pourquoi on les oblige à cela. Et vos règles de gestion du droit d'auteur sont les mêmes qu'en France ? C'est-à-dire 70 ans, oui, j'allais dire 70, mais oui. 70, si vous voulez, oui. 70, oui. 70 ans, oui, donc l'année suivant les 70 ans, les 70 ans de la mort. Le 1er janvier de l'année suivante. Voilà. Idem pour les auteurs morts à la guerre. Oui. Qui ont 94 ans et 6 mois. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Okay, oui. Et est-ce que cette loi vous impose de travailler plus souvent, alors là on parle vraiment de transfrontalier, avec des sociétés de gestion en France, en Italie, en Espagne, est-ce que vous faites ces recherches pour les lecteurs, ou est-ce que vous laissez les lecteurs retrouver les ayants droit? Non, on ne les fait pas. On ne fait pas les recherches pour les lecteurs. On dispose de notre propre petite base qu'on a confectionnée au fil du temps, mais qui est juste un peu pour notre organisation interne. Et si on dispose de l'information, bien entendu, on la fournit aux lecteurs, mais si on ne la dispose pas, on ne la cherche pas non plus. On n'a pas les moyens, malheureusement, de se consacrer à la recherche des ayants droit. Qui sont en réalité des travaux de détectives privés, en fait, puisqu'il faut remonter jusqu'au notaire quasiment. Voilà. Alors, je regrette qu'on n'ait pas aujourd'hui la présence de Patrice Lockman, qui est directeur de la SGDL, qui aurait été là et qui aurait sans doute pu nous apporter beaucoup d'informations, en particulier parce que la SGDL a créé une base qui s'appelle Balzac et qu'on peut interroger quand on fait partie de la SGDL. Et en tout cas, ils ont un service juridique extrêmement bien fait qui permet aux éditeurs d'être mis en contact avec les ayants droit, ou l'auteur lui-même d'ailleurs, parce que certains auteurs sont toujours vivants, mais certains ont besoin d'ayants droit parce qu'ils ne sont plus vivants. Et cette base Balzac est extrêmement utile et a été réclamée par les auteurs eux-mêmes pendant très longtemps, parce que cela évite de se retrouver face à ce qu'on appelle des œuvres orphelines, qui sont des œuvres pour lesquelles aucune exploitation commerciale n'a cours, alors qu'elles sont tout à fait exploitables et sans doute même désirables sur un marché du livre un petit peu riche. Néanmoins, l'absence d'héritiers repérés ou avérés empêche cette exploitation par l'absence de contrat signé entre les deux parties, qui sont l'ayant droit et l'éditeur. Vous avez souvent ces questions-là aussi au puzzle, ces questions de droit, de recherche d'héritiers, de contestation, même parfois de mise en ligne ou de photographie d'auteur, par exemple, ou de choses comme ça. Oui, donc ça arrive dans le cadre des numérisations qu'on fait de notre fonds contemporain de livres d'artistes. Donc pour la numérisation de ces livres, on est en obligation de solliciter la cession de droit de la part de l'éditeur, de l'auteur, de l'illustrateur, enfin de toutes les personnes qui ont pu intervenir sur l'ouvrage. Et donc c'est un travail, comme vous le disiez, de détective, qui est facilité quand les personnes dans mon équipe ont eu des liens proches avec les artistes en question. Mais qui peut donner lieu à des anecdotes assez drôles, parce qu'il y a des controverses chez les artistes, et il y a des artistes qui font des pastiches de livres d'artistes et qui du coup mettent en cause d'autres artistes. Et on a eu le cas d'un artiste qui nous a contactés et qui s'était rendu compte que sur notre portail avait été mis en ligne un livre d'artiste que nous avions acheté et dont la préface était une
mise en accusation ou une critique de son œuvre avec des photos personnelles de l'artiste. Et c'est vrai que quand on fait de la numérisation un peu en masse, on traite les fichiers, mais bon, c'est laborieux, et on met en ligne et on ne se rend pas compte parfois de l'impact que ça peut avoir, et on a été obligé de retirer ce livre. Oui, c'est de l'intérêt de la bibliographie, en fait. Hein. Oui. Oui, on s'aperçoit que les traitements industriels ou à la chaîne de documents finissent par poser des difficultés parce que seule la lecture, c'est un vrai plaidoyer pour la lecture, seule la lecture permet de voir ce qu'il y a dans les livres. Et pour donner une autre anecdote qui n'a rien à voir avec le droit d'auteur, mais on a par exemple à la Bibliothèque nationale, je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je me répète, je suis un peu âgé, on numérise des ouvrages en quantité assez importante et évidemment on n'a pas le temps de les relire, ces ouvrages. Et il arrive parfois que des lecteurs nous signalent que tel livre comporte 2 fois les mêmes pages. Donc on se dit le prestataire a mal fait son travail et on va quand même vérifier en magasin pour voir de quoi il retourne. Et on s'aperçoit que non, l'ouvrage qui a été déposé par l'éditeur au XIXe siècle était composé des mêmes cahiers. Et pourquoi cet exemplaire a-t-il été déposé ? Il était invendable, donc il valait mieux Et voilà, il ne finissait pas à la poubelle, mais il finissait au dépôt légal. Et par malchance, sur les 5 exemplaires que chaque éditeur devait à l'époque distribuer, c'est celui-là qui avait été conservé dans les collections patrimoniales. Donc on a aussi des surprises qui seraient effectivement dévoilées si on mettait le nez dans le livre avant la numérisation. Je voulais dire aussi, si je peux me permettre, par rapport à la conservation des traces de spectacles éphémères par nature. On pratique aussi aux AML, aux Archives et Musées de la Littérature, un archivage, si vous voulez, une création propre. Enfin, on crée nous-mêmes des archives à partir de captations de spectacles de théâtre ou bien de rencontres littéraires, de lectures, de remises de prix ou de quel que soit le type de la manifestation littéraire. Alors, on les capte pas toutes, évidemment, on n'a pas les possibilités, mais et là aussi, ça demande, par rapport à la question des droits, ça demande aussi toute une gestion préalable qui n'était pas du tout le cas dans les années 80 où ça se faisait déjà, on faisait déjà des vidéos de spectacles, et maintenant il faut faire signer par tous les intervenants, évidemment il faut que tout le monde soit d'accord déjà au départ, mais il faut faire signer des tas de formulaires, des tas d'autorisations, ce qui en soi est normal, je ne mets pas du tout le droit à l'image et le droit des intervenants à pouvoir donner leur autorisation à la diffusion. Ce que je veux dire, c'est que ça rajoute effectivement ces exploitations et cette visibilité numérique rajoutent à chaque fois de la gestion supplémentaire et parfois des complexités qu'on n'imaginait peut-être pas au moment où on s'est dit quelle idée géniale, on va capter des spectacles, quoi. Et puis il faut les décrire, ces spectacles, il faut en faire des teasers pour les mettre en ligne sur YouTube pour que ça soit visible, il faut en faire des capsules, les mettre sur Facebook, enfin tout ça pour pouvoir continuer à faire vivre on parle de visibilité du numérique, et c'est aussi ça. Là, on parle d'un métier qui est à peine le métier de bibliothécaire ou d'archiviste en réalité. Non, là, ça n'a plus grand-chose à voir. D'ailleurs, là, c'est une vidéaste concrètement qui fait ça. En tout cas, il faut que vous soyez opérationnel sur ces questions-là, et en tout cas capable de voir les défauts ou les malfaçons ou les difficultés que peuvent entraîner telle ou telle particularité des fichiers, des métadonnées, etc. Oui, c'est ça, parce qu'il faut effectivement que de la même manière qu'on décrit un livre ou un manuscrit avec des métadonnées, avec des champs, si vous voulez, de description qui sont très clairs pour pouvoir justement être réutilisés, captés, moissonnés, comme je disais tout à l'heure, par des portails ou récupérés par d'autres projets internationaux, je pense, Europeana ou des choses comme ça. Il faut que ces données soient compatibles, lisibles par tout le monde, qu'on parle la même langue, quoi, en gros. Pour les fichiers numériques de captation vidéo, c'est la même chose, il faut s'adapter. On dit donc interopérable, c'est la formule. Parmi les expressions ou les mots qu'on a beaucoup entendus aujourd'hui, il y avait temps long, il y avait public, il y avait entreprise, il y avait institution, il y a eu le droit aussi, la loi est venue souvent, mais il y avait aussi le mot transfrontalier.
et translinguistique, on peut dire, hein, traduction. De votre côté, quels sont ces outils dont vous disposez? Quelles sont leurs vertus, justement, pour favoriser les échanges entre langues, entre lecteurs de différentes langues, voire peut-être chez les artistes des jeux sur les langues qui se trouvent à proximité de leur cadre, des cadres de leur projet? Alors c'est vrai que le numérique offre la possibilité de toucher un public large. Nous, les plateformes qu'on a pu développer, ça nous permet de toucher un public de travailleurs frontaliers qui ne peut pas forcément se rendre dans nos lieux culturels et qui du coup peut consommer du contenu culturel à travers les plateformes. Après, pour le travail sur les mots et la langue, c'est plus complexe. Je dirais que dans nos actions, on essaye de les penser, en tout cas plutôt dans nos collections, comme représentative de la diversité linguistique qu'il peut y avoir sur le bassin de population qu'on essaye de desservir et de permettre ainsi à tous de se reconnaître. C'est des actions qui sont pour le coup pas très numériques, mais par exemple on fait beaucoup d'heures du compte dans une diversité de langues qui correspondent aussi aux migrations que le territoire a pu connaître. Et ça, vous avez un accueil fervent des usagers qui réclament ce type de choses? Oui, alors on le fait particulièrement dans un quartier politique de la ville où il y a cette diversité, et c'est une des actions qui a permis de redynamiser la vie de cette bibliothèque de quartier et de montrer que chacun avait sa place dans sa langue, dans sa culture et dans son imaginaire aussi de ses contes particuliers. Et de votre côté, dans les archives, donc, est-ce que vous mettez en valeur d'une manière ou d'une autre les langues qui peuvent s'y trouver? Et on pense évidemment, en ce qui concerne la Belgique, à la langue flamande. En fait, pas tellement. Comme notre point d'ancrage principal, c'est quand même ce qui est écrit en français, en Belgique, mais en français, je pense que la présence des autres langues se fait surtout à travers des traductions. Là, oui, mais là, on n'est pas non plus dans le numérique, on est dans le papier, c'est-à-dire la conservation d'un maximum de versions traduites, de traduction d'une même œuvre, par exemple. Ça, on est attentif à cela, à conserver, par exemple, des traces d'échanges, généralement des correspondances entre un écrivain et son ou ses traducteurs, et à encourager éventuellement des travaux, signaler en tout cas à des étudiants qui voudraient faire des recherches, des mémoires ou ce genre de choses. Vous savez, n'oubliez pas, il reste la traduction, c'est aussi un sujet d'étude intéressant. Là, il y a matière à, etc. Et toutes les deux, vous avez des politiques d'acquisition d'ouvrages, que ce soit des ouvrages en papier ou des ouvrages numériques, de langue régionale, de langue flamande, pour oui. Les traductions de vos... Oui, les traductions. Donc, évidemment, une des premières langues vers laquelle souvent les ouvrages belges sont traduits, c'est en néerlandais, mais pas forcément. Mais oui, personnellement, si je repère des traductions d'auteurs belges dans des langues, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'on n'a pas dans nos collections, oui, on les achète, bien sûr, oui. Ça donne une image aussi de la diffusion finalement d'une œuvre et de sa réception éventuelle à l'étranger que de montrer ou de donner la possibilité à un chercheur de voir dans combien de langues ça a été traduit, si un auteur est particulièrement traduit, quels sont les liens privilégiés entre un écrivain et son traducteur pour, là aussi, tel espace linguistique. Oui, ça vous sert aussi de jauge de la notoriété, de Absolument. la portée d'une œuvre. Oui. D'accord. Si vous aviez toutes les deux à donner, parce que je pense qu'on va passer aux questions si vous le voulez bien, si vous aviez toutes les deux une définition à donner de l'éditorialisation, sans utiliser le mot contenu, qui au fond ne veut pas dire grand-chose, qu'est-ce que vous diriez? Moi, je trouve que l'éditorialisation, ça permet de rendre un document ou une œuvre accessible au plus grand nombre. Et j'aime bien
l'idée un peu de vulgariser ou alors de donner un point d'accroche avec le support qu'on propose à travers sa présentation, les données qu'on peut rajouter, qu'elles soient scientifiques ou plus de l'ordre de l'anecdote. Et c'est vrai que vous posiez la question du nombre de personnes qui étaient sollicitées sur ce genre d'action. Moi, aujourd'hui, dans une équipe de 40 personnes sur de nombreuses disciplines, on évalue environ à 3 équivalents de temps plein l'éditorialisation de contenu, et j'aimais bien l'idée que ça va du catalogue à la mise en valeur aussi des documents sur place, comme à l'éditorialisation en ligne sur les plateformes qu'on a. Et c'est une part grandissante du travail, ou c'est quelque chose d'assez maintenant routinier et sur un rythme régulier ? De par le profil de mon équipe, c'est quelque chose de grandissant et de nouveau, mais qui est apprécié parce que ça reconnecte quand même avec des valeurs du métier, des bibliothèques et de la culture qui restent le même, quoi, la transmission. Et... le service public. Oui, tout à fait. Et moi, à la définition qui vient d'être donnée, avec laquelle je suis absolument d'accord, je rajouterais le fait que le document numérique... permet un tas d'exploitations possibles. J'ai pas dit contenu, j'ai dit exploitation, ça je peux. Hein. Un tas d'exploitations possibles, et souvent on s'imagine pas très très bien toutes les possibilités qu'il y a de vie d'un document numérique, qu'il soit nativement numérique ou que ce soit un document numérisé. Je pense par exemple, on avait, c'est rien d'extraordinaire ni de très original, mais au moment des commémorations de la Première Guerre mondiale, puisqu'on a énormément d'écrivains qui étaient écrivains soldats, et donc on a dans nos collections beaucoup de traces de cette période, on avait créé tout un journal en ligne, donc tous les mois, on montrait sur Internet 3 ou 4 documents, souvent inédits d'ailleurs, directement issus de nos collections, et ça a véritablement attiré des commentaires du public, etc. Et c'était tout simplement un document et une mise en contexte de ce document, et ça a permis un effet boule de neige, parce qu'ensuite... des gens sont venus dire « Ah, mais moi j'ai encore de mon grand-père qui était aussi écrivain de la guerre, donc si vous voulez, je peux vous déposer les archives, etc. » Alors qu'on était parti d'un projet qui était effectivement assez facile à mettre en place, puisqu'on choisissait des documents, on les numérisait, on les contextualisait. Donc il y avait à la fois un aspect pédagogique, didactique finalement, par rapport à ce document et par rapport au travail de mémoire qu'on estimait quand même être le nôtre, à peu de frais et avec un bénéfice quand même intéressant en termes de visibilité sur des archives qui étaient quand même pas très très réjouissantes, faut le dire aussi. Hein. Oui. Mais je suis content parce qu'on a entendu les mots de contextualisation et de pédagogique, donc c'est une très très bonne façon de contourner le mot contenu. Bravo.